Peut-on vraiment garder son libre arbitre quand tout ce qu'on voit, lit et pense est contrôlé? Bienvenue dans l'univers de 1984 de George Orwell. Dans cette dystopie glaçante, Big Brother règne en maître sur l'Océania, un état totalitaire où l'histoire est réécrite, où la vérité n'existe plus, et où les citoyens vivent sous un contrôle constant grâce aux technologies. Winston Smith, simple employé du ministère de la Vérité, rêve encore de liberté et d'amour. Mais dans un monde où penser différemment est déjà un crime, sa quête pourrait bien le mener à sa perte. Et la question reste, peut-on vraiment échapper à Big Brother? Si tu aimes les contenus qui t'éclairent sur notre monde actuel, abonne-toi dès maintenant à Livre Sacré, active la cloche de notification et laisse un like pour soutenir la chaîne. Dans le roman 1984, l'auteur George Orwell présente un monde dystopique dans lequel les avancées technologiques maintiennent les dirigeants du parti et les masses sous une observation attentive et un contrôle constant. Le protagoniste du roman, Winston Smith, est un citoyen du super-État Océania, une oligarchie de régime hiérarchique sous les principes du socialisme anglais, connu sous le nom d'Ingsoc. Au total, 3 États totalitaires, Océania, Eurasia et Estasia, existent et sont constamment en guerre les uns avec les autres. En Océania, le parti est composé de membres du parti intérieur, qui sont l'élite dirigeante, et de membres réguliers du parti, qui sont des citoyens. Le chef du parti, Big Brother, affiche des images massives de lui dans tout Londres. Les images, complètes avec des cheveux foncés et une moustache substantielle, incluent souvent les mots « Big Brother vous regarde ». Winston travaille au département des archives du ministère de la Vérité, qui gère toute la littérature et la propagande du parti, altérant ou détruisant les documents du parti une fois publiés. Il jette souvent des preuves dans un trou de mémoire où elles sont aspirées dans les fours internes du bâtiment pour s'assurer que la version du passé du parti n'est jamais remise en question. Les 3 autres ministères sont le ministère de l'Amour, qui gère tous les prisonniers du parti, le ministère de la Paix, qui gère la guerre, et le ministère de l'Abondance, qui gère la production de biens du parti. Ces produits approuvés par l'État comprennent les cigarettes Victory, le gin Victory et le café Victory, tous d'une qualité extrêmement médiocre. Winston n'a jamais vraiment accepté le parti et ses principes idéologiques d'Ingsoc. Il croit en un passé inaltérable et trouve la politique du parti répréhensible. Winston aspire à l'intimité, à la liberté et à l'amour, mais ne peut pas exprimer ouvertement ses crimes de la pensée par crainte d'emprisonnement ou de mort. Au début du livre, Winston écrit dans un journal à l'intérieur de son modeste appartement, où un téléécran transmet les informations et la propagande du parti. Ce dispositif d'espionnage géré par l'État permet également à l'équipe de propagande, connue sous le nom de police de la pensée, d'écouter et de surveiller les membres du parti en Océania. Il y écrit ses vrais souvenirs liés à sa vie et à la violence du parti. Écrire ses pensées est passible de mort s'il est découvert. Au ministère de la Vérité, Winston assiste aux 2 minutes de haine quotidienne qui s'en prennent à l'ennemi d'Océania, l'Eurasia. La propagande est si puissante que les gens autour de lui commencent à crier à l'écran. Bien sûr, Winston doit se joindre à eux pour éviter les soupçons. Se trouvant de plus en plus curieux du passé, Winston retourne en secret dans une brocante où il a acheté son journal. Le propriétaire, un vieil homme aimable nommé Monsieur Charrington, lui montre une pièce au-dessus de la boutique, et Winston imagine ce que ce serait de vivre là, parmi de vieilles choses, libre de la présence constante du téléécran. Un jour, au ministère de la Vérité, une jeune femme aux cheveux foncés nommée Julia trébuche et tombe par terre devant Winston. Alors qu'il l'aide à se relever, elle lui glisse un mot lui déclarant son amour. Winston est stupéfait mais extrêmement excité par la possibilité d'une liaison amoureuse. La liaison doit être secrète, car le parti interdit toute forme de plaisir sexuel et de mariage sans approbation préalable, conformément aux principes d'Ingsoc. Avec beaucoup d'efforts pour rester indétectables, Julia et Winston se rencontrent finalement dans une clairière isolée dans une zone boisée. Winston apprend le nom de Julia pour la première fois. Les deux découvrent une haine mutuelle du parti et finissent par tomber amoureux. Winston croit qu'il est possible de renverser le parti, tandis que Julia se contente de vivre une double vie. Finalement, Winston loue la pièce au-dessus de l'appartement de Charrington où Winston apprécie. Nous avons continué à nous rencontrer en secret puisqu'il y a des interactions publiques limitées et des conversations minimales. Un membre important du parti qui assiste souvent aux 2 minutes de haine prend soudainement un rôle important dans la vie de Winston. Il se présente à Winston comme O'Brien puis discrètement lui donne son adresse personnelle sur un bout de papier. Winston soupçonne que le chef du parti l'a approché parce qu'il fait partie du mouvement clandestin, pensant que son véritable chemin vers la rébellion a enfin commencé. Après un certain temps, Winston et Julia rendent visite à O'Brien qui, en tant que membre du parti intérieur,
Vit luxueusement et a la liberté d'éteindre son télécran. Winston accepte de renoncer au parti et discute de ses véritables convictions. O'Brien accueille Winston et Julia dans la fraternité et leur dit qu'ils doivent être prêts à tout faire pour œuvrer à sa cause. Ils acceptent mais disent qu'ils ne feront rien qui les empêcherait de se revoir pendant la semaine de la haine. L'ennemi du parti devient l'Asie de l'Est plutôt que l'Eurasie et Winston doit travailler de longues heures pour corriger toutes les publications du parti faisant référence à la guerre avec l'Eurasie. Le parti est maintenant en guerre avec l'Asie de l'Est et a toujours été en guerre avec l'Asie de l'Est pendant la semaine de la haine. Un homme mystérieux apporte à Winston une mallette, puis par brusquement à l'intérieur se trouve un livre que Winston lit à voix haute à Julia plus tard à l'appartement de Monsieur Charrington. Il lit l'histoire révélatrice de l'Océanie, du capitalisme contre le totalitarisme et des principaux objectifs du parti jusqu'à ce qu'ils s'endorment tous les deux. Winston se réveille des heures plus tard en répétant sa phrase souvent prononcée « Nous sommes les morts ». Soudainement une voix venant du mur lui fait écho « Vous êtes les morts ». Il lit à un télécran caché derrière une image sur le mur quand des hommes en uniforme ont pris d'assaut la pièce avec Monsieur Charrington. Il devient clair qu'il est un membre de la police de la pensée. Il est déguisé en un vieil homme aimable, mais beaucoup plus jeune que Winston ne l'imaginait. Winston et Julia sont arrêtés, séparés et amenés au ministère de l'amour. Pendant qu'il est dans une cellule de détention, Winston réalise qu'O'Brien n'a jamais fait partie du mouvement clandestin, mais travaille en fait au ministère de l'amour. Winston est violemment torturé au début, et il est forcé d'admettre une litanie de crimes qu'il n'a pas commis, y compris le meurtre et l'espionnage. O'Brien commence à briser l'esprit de Winston, lui disant que sa mémoire est défaillante et qu'il est fou. Le parti, explique O'Brien avec une intensité lunatique, cherche le pouvoir absolu pour le pouvoir lui-même. C'est pourquoi il sera toujours couronné de succès, est toujours juste et finira par contrôler le monde entier. Winston ne peut pas argumenter, car il fait face à des sophismes obstinés et illogiques, tout en étant soumis à la torture. Petit à petit, O'Brien montre à Winston, à l'aide de machines à électrochoc, de passage à tabac et de la famine, la voie du parti. Il force Winston à accepter que si le parti le dit, 2 + 2 = 5. Brisé au plus profond de lui-même, Winston se soumet finalement à sa rééducation. Il n'est plus battu, il est nourri à intervalles réguliers et est autorisé à dormir, bien que les lumières ne s'éteignent jamais. Bien qu'il semble accepter la réalité du parti, Winston s'accroche toujours au dernier noyau de lui-même et de son humanité, son amour pour Julia. O'Brien tente de forcer Winston à trahir Julia. Il emmène Winston dans la chambre 101, contenant la pire chose au monde, qui est différente pour chacun. Winston est attaché à une chaise où O'Brien lui attache une cage-masque au visage. L'engin contient d'énormes rats affamés et carnivores. Winston ressent une peur panique désespérée et profonde. Il ne peut pas le supporter, et finalement crie à O'Brien de mettre quelqu'un d'autre à sa place, n'importe qui, même Julia. O'Brien a réussi à endoctriner son subordonné. Winston, une coquille vide, endommagée et changée, est relâché dans le monde. Dans sa nouvelle vie, il voit Julia une fois par hasard, mais ils ne sont plus amoureux. Chacun a trahi l'autre et la prison les a profondément changés. Il n'y a aucun espoir pour leur relation. Dans les dernières pages du roman, Winston obtient un emploi quelque peu trivial et insignifiant qui paie étonnamment bien. Il passe son temps dans un café à boire du gin de la victoire et à jouer aux échecs à sa place habituelle. En apprenant que l'Océania a réussi à repousser les avancées de guerre eurasienne, il regarde avec révérence dans les yeux d'un homme aux cheveux foncés et à la grande moustache. Winston pleure. Il a enfin terminé la réhabilitation qu'il a commencée au ministère de l'amour. Il aime Big Brother. Voilà pour ce voyage dans l'univers glaçant de 1984. Alors, selon toi, peut-on vraiment échapper à Big Brother? Dis-le-moi en commentaire, j'ai hâte de lire ton avis. Et si tu veux continuer à explorer des livres qui transforment ta vision du monde, je t'invite à découvrir ma vidéo sur la loi de l'attraction. Le lien est juste en bas, dans la description. Clique dessus dès maintenant, abonne-toi à Livres Sacrés, et on se retrouve là-bas pour un nouveau voyage au cœur des livres qui changent une vie.